Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Oh, qu'on a eu un gros week-end en fin de semaine de football. Surprise après surprise. Il y a eu bien sûr l'incident Patrick Mahomes, Kadarius Toney et Travis Kelce. Par la suite, on a eu encore des blessures au niveau des Texans de Houston. Les Chargers, qu'est-ce qui se passe avec la formation de Los Angeles? Et je vous propose également quelques joueurs à aller chercher à l'approche des éliminatoires dans votre fantasy football. Donc, grosse émission, on commence tout de suite. Maintenant, à Fanball. Je n'ai pas le choix de commencer l'émission avec l'incident de Patrick Mahomes dans le match entre les Bills et les Chiefs de Kansas City. Il reste que quelques secondes au match. On tente un jeu désespéré de la part de la formation de Kansas City. Jeu truqué. Patrick Mahomes fait une passe à Travis Kelce qui envoie immédiatement le ballon vers le receveur Kadarius Toney et, surprise générale, Toney avec sa vitesse réussit à marquer un touché. Par contre, mouchoir sur le terrain, le jeu est annulé parce que Kadarius Toney était hors jeu. Il y avait au moins un bon pied là, dans la zone neutre, donc les arbitres n'ont pas eu le choix de lancer le mouchoir et d'annuler le jeu. Mais résultat, Patrick Mahomes et sa bande ont été vraiment extrêmement fâchés. On voyait là, Patrick Mahomes sur les lignes de côté envoyer promener un peu tout le monde, là, que ce soit les arbitres, les joueurs adverses, presque même ses joueurs de son équipe, là, tellement qu'il était fâché. Et après le match, Patrick Mahomes, d'habitude, les deux corps arrière se serrent la main et se rendent chacun de leur côté là, dans leur vestiaire. Mais Patrick Mahomes, après avoir serré la main avec Josh Allen, a passé des commentaires, n'a pas dit bon match à Josh Allen, a simplement mentionné que c'était la pire décision, le pire call de son existence là, pour les arbitres. Donc, a vraiment mis le blâme là, de la victoire des Bills sur le dos des arbitres. Et c'est là que je commence à trancher une petite ligne là, à tracer la ligne là, que c'est peut-être un peu trop là, pour Patrick Mahomes. On sait que faut prendre la situation sur plusieurs angles. Le premier, c'est qu'il y a de la frustration dans le camp des Chiefs de Kansas City. Il y a de la frustration dans le camp de Patrick Mahomes. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a signé le nouveau contrat, on se rappelle, Patrick Mahomes gagne plus de 50 millions par année. Et là, ça a vraiment un impact sur la masse salariale d'une équipe. Et comme dans le football, que ce soit dans le hockey, dans n'importe quel sport qui a un plafond salarial, ça fait en sorte que si on paye beaucoup d'argent à un joueur, résultat, il y a d'autres joueurs qui doivent être accepter un plus petit contrat et souvent, c'est des joueurs recrues. Souvent, c'est des joueurs qui ont moins de talent, qui ont moins prouvé par le passé qu'ils méritaient leur place dans la Grande Ligue. Donc, avec le nouveau contrat de Patrick Mahomes, ça fait en sorte que les Chiefs, depuis les dernières années, on doit sacrifier des receveurs de passe. On a sacrifié Tyreek Hill en l'échangeant aux Dolphins de Miami. On a mis la main sur une poignée là, de choix au repêchage qu'on pensait être en mesure de justement remplacer le talent de Tyreek Hill. Mais on se rend compte après quelques années que c'est pas facile de trouver justement un Tyreek Hill dans la Ligue nationale de football. Et Patrick Mahomes se retrouve avec des joueurs recrues, des joueurs qui sont à leur deuxième formation, comme Kadarius Toney qui a commencé sa carrière avec les Giants de New York et finalement les Giants s'en ont un peu débarrassés parce que il n'était pas assez mature, il n'était pas assez bon pour les attentes de la formation new-yorkaise et Kansas City pensait justement être en mesure de le replacer avec le cerveau de Andy Reid et le talent de Patrick Mahomes. Ça corrige beaucoup d'imperfections, mais dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas. Patrick Mahomes, depuis le début de la saison, on le voit, il est fâché, frustré sur les lignes de côté parce que plus souvent qu'à son tour, les receveurs de passe échappent le ballon. C'est la formation qui a le plus d'échappées là, ou que c'est de la faute des receveurs de passe. Et on voit justement que Mahomes, qui a été habitué depuis le début de sa carrière à inscrire 28, 29, 30 points et plus, et là on se retrouve dans une équipe où on inscrit plutôt 19, 20 points et on espère que notre défensive va nous garder dans le match. Et ça, c'est pas dans l'ADN des Chiefs de Kansas City. Donc, on se retrouve à la semaine numéro 14
Et là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase parce que pour une des rares fois, un de ses joueurs clés, Travis Kelce, réalise tout un jeu, fait une passe latérale à Kadarius Toney qui réussit à aller chercher les verges manquantes pour le toucher et donner une victoire aux Chiefs. Donner une victoire contre une bonne formation, c'est toujours très intéressant pour le momentum. Finalement, jeu refusé. Et là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Patrick Mahomes, dans tous ses états, là, commence à chialer après l'arbitre. On l'a déjà vu, là. Depuis plusieurs années, on compare Mahomes à Brady parce que il a connu une entrée en la matière exceptionnelle. Brady, même chose dans son cas, au début des années 2000, enligné 3 Super Bowls en 4 ans. Et Mahomes, on pensait que ce serait impossible de rattraper ce que Brady a fait. Et Mahomes est en train de le faire. Après un début de carrière incroyable, déjà remporté 2 Super Bowls, des trophées de joueurs par excellence. Et là, on se rend compte que Brady a déjà chialé contre les arbitres. Mais par contre, n'a jamais chialé contre un joueur adverse lorsque la partie était terminée. Là, c'est plus, là, ça commence à être un peu plus enfantin de la part de Patrick Mahomes. Là, par le passé, il y en a plusieurs qui diront qu'il y a eu par le passé des décisions en sa faveur. En faveur des Chiefs de Kansas City. On se rappelle, il y a quelques années, Josh Allen, on s'en va en prolongation, en éliminatoire, ou un match qui a vraiment beaucoup plus d'importance que ce match-ci. Beaucoup plus d'importance, et on perd à cause d'un tirage au sort. J'ai pas vu Josh Allen commencer à critiquer, dire c'est la pire décision de l'histoire, c'est la pire décision de la NFL, je comprends pas pourquoi on fait ça. Il était certainement déçu, mais je me rappelle d'avoir entendu Josh Allen mentionner que ils auraient dû profiter du temps réglementaire pour mettre ce match hors de portée, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, et ce qui avait donné une chance à Mahomes et sa bande de revenir. Là, la première chose que Mahomes s'en va voir Josh Allen, c'est même pas de dire « bonne partie, félicitations, tu m'as battu, félicitations, tu as fait quelques bons jeux ». Non, il commence à critiquer la décision du dernier jeu. Même dans mon cas, là, depuis que j'ai l'âge de 8-9 ans où on joue pee-wee à tombe, lorsqu'on donne la main au hockey, on se fait dire de respecter l'adversaire, que les arbitres sont là pour surveiller, pour pas qu'on ait de débordement. On dit bon match, même si on est déçu de notre performance, et ça s'arrête là. Là, il est rendu à plus de 20 ans, il a plusieurs saisons de la NFL dans le corps, et il commence à chialer, ça fait vraiment enfantin, bébé gâté même, je vous dirais, là, pour le cas de Mahomes. Donc, c'est pour ça que je le vois en 2 points. 2 aspects. Le premier, c'est vraiment de la frustration pour Patrick Mahomes. La frustration parce qu'il y a plusieurs de ses receveurs de passe qui ne font pas le travail depuis le début de la saison et il croit être en mesure d'être une meilleure formation que ce que les Chiefs ont montré jusqu'à maintenant. Le deuxième aspect, c'est vraiment cette partie où Patrick Mahomes, c'est inacceptable de chialer contre un arbitre pour une décision où c'est clairement hors-jeu. Je comprends que habituellement, on donne un avertissement. Je comprends que habituellement, c'est pas des jeux qui devraient être on pourrait peut-être dans le futur, si on voit qu'un joueur est hors-jeu, annuler tout de suite le jeu, ne pas attendre qu'un des joueurs fait un jeu extraordinaire comme Kelce avec la passe sur le côté. On pourrait tout de suite siffler, comme quand il y a un jeu hors-jeu, une infraction là, dans la zone neutre là, en défensive. Souvent, on arrête le jeu immédiatement, on donne la pénalité de 5 verges et on donne une chance à l'équipe de se reprendre. Là, on a attendu que le jeu soit réalisé au grand complet. Peut-être que dans le futur, on devrait intervenir plus rapidement, mais quand même, c'est inacceptable. Brady a déjà perdu des matchs par le passé. Il a déjà, on le voit souvent chialer contre les arbitres. Quand il jouait, là, c'est quelque chose d'évident. Je crois pas qu'on reproche à Mahomes de chialer contre les arbitres. Je crois que ce qui a fait déborder le vase, c'est que Mahomes s'en est pris à Josh Allen. Josh Allen, on le voyait là, dans le milieu du terrain en train de serrer la main à Patrick Mahomes pour lui dire bon match, bonne chance, reste en santé pour la suite des choses, on se reprend en série, quelque chose comme ça. Pas trop l'impression de savoir quoi répondre à justement Patrick Mahomes qui fait juste dire « Ah, c'est la pire décision de l'histoire, ça aurait vraiment pas dû être ça. »
Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Donc vraiment, je trouve que Patrick Mahomes a perdu beaucoup de points là, dans l'estime de plusieurs partisans. Je peux comprendre que les partisans des Chiefs et les partisans, les fans finis de Patrick Mahomes vont continuer de le défendre. Ça, c'est clair. Mais Patrick Mahomes était un joueur tellement sensationnel qui faisait un peu l'unanimité là, dans la Ligue nationale de football. Et je crois que ce jeu ou cette petite crisette là, sur les lignes de côté va faire en sorte qu'il y en a plusieurs qui vont commencer à détester davantage Patrick Mahomes et prendre pour un Josh Allen, prendre pour un Joe Burrow, qui sont des corps arrière où c'est un peu plus easy going, ça veut moins faire les manchettes. On se rappelle, hein, je veux revenir à ce point-là. Là. Il y a quelques années, Josh Allen a perdu en éliminatoire contre Patrick Mahomes et Patrick Mahomes était le premier à narguer Josh Allen lors des compétitions de golf. Là, on se rappelle, il y avait eu je pense que c'était Brady Rogers contre Mahomes Allen pour une petite compétition de golf pour le plaisir. Et en entrevue, Patrick Mahomes, à la blague, avait dit « Ah, Josh Allen, son pire cauchemar, c'est un tirage au sort pile ou face. » Il remettait, il en beurrait épais. J'espère que Mahomes va se faire narguer là, pour cette petite crisette d'enfant gâté là, sur les lignes de côté. C'est pas comme si les Chiefs étaient exclus des séries à cause de cette décision. C'est un match qui avait beaucoup plus d'importance pour la formation de Buffalo que pour celle de Kansas City. On est toujours premier de notre division à Kansas City. Il reste encore beaucoup de football à jouer, 4 ou 5 matchs, et on est encore en bonne posture pour aller chercher le premier rang de la conférence américaine. Donc, c'était vraiment là, enfantin de la part de Patrick Mahomes. Et je voulais commencer l'émission en vous disant un peu de la manière que je pensais là, de cette situation, parce qu'on en a entendu parler beaucoup là, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le réseau X ou même sur Instagram, Facebook. Donc, je voulais vous partager un peu mon opinion. J'ai beaucoup de respect pour Mahomes, j'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur-chef Andy Reid, mais vraiment, là, ces dernières minutes de jeu avec la poignée de main là, m'a fait vraiment... Là, j'ai perdu un peu de respect pour ce grand joueur parce que depuis qu'on a l'âge de 7-8 ans, on apprend à justement respecter l'équipe adverse, respecter les joueurs. Une fois que le match est terminé, c'est terminé. On tourne la page. Et là, même Kadarius Toney, là, il connaît la règle depuis des années. Il sait très bien que lorsqu'on s'installe à la ligne de mêlée, on doit regarder les arbitres. On peut demander aux arbitres si on est correct. Kadarius Toney n'avait aucune idée, n'a jamais regardé les arbitres, n'a jamais demandé s'il était en position d'hors-jeu, a fait le jeu, finalement, il est hors-jeu. Et même sur le même jeu, là, on commence à revoir des vidéos. Il y avait même un joueur de ligne offensive, là, le garde, le bloqueur à gauche qui était complètement là, hors-jeu lui aussi. Il était beaucoup trop reculé, là, contrairement à son joueur de centre. Donc, on aurait pu lancer un mouchoir sur une autre situation. C'était un jeu qui était malheureusement mal joué de la part des Chiefs de Kansas City. Et c'est plate parce que c'était un jeu extraordinaire si ça fonctionnait. Mais malheureusement, ce n'est pas la règle, ce n'est pas les règles. Et ça ne fonctionne pas toujours comme on le veut. Et on l'a vu. Et c'est juste plate pour Patrick Mahomes, mais il doit accepter, il doit avaler la pilule et tourner la page et se reprendre la semaine prochaine contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça risque d'être une partie qui ne va pas se décider sur seulement un jeu. Et s'il veut absolument éviter justement là, de laisser le match se décider sur une décision d'arbitre, il a juste à mieux jouer dès le début de la partie et s'assurer que ça ne se décide pas sur le dernier jeu du match ou sur un jeu en particulier. Le football, c'est 4 quarts, ça se joue pendant 60 minutes, donc on peut s'entendre qu'il y a amplement d'occasions pour remporter une partie. Donc, arrangez-vous pour pas que ça se décide sur un jeu et sur une décision des arbitres. Je peux comprendre que cette année, c'est peut-être plus frustrant pour les athlètes parce qu'on a eu plusieurs mauvaises décisions, mais là, c'était une bonne décision de la part des arbitres et c'est plate. C'est pas toujours les joueurs qui gagnent, c'est pas toujours Mahomes qui gagne et il doit accepter ceci. Donc voilà, c'était ma parenthèse pour et ma petite montée de lait là, pour Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. Félicitations à l'organisation de Buffalo d'avoir remporté ce match qui était crucial pour eux pour leur course vers les éliminatoires.
c'est pas une performance qui m'a vraiment très impressionné, mais au moins on est allé chercher la victoire contre les Chiefs de Kansas City. Donc on se replace dans cette course pour une position là, d'aller chercher une place dans des équipes repêchées dans l'américaine. Bon, voilà ce qui conclut la parenthèse Chiefs de Kansas City. Maintenant, parlons des Texans de Houston. Houston qui avait connu une saison incroyable, surprenante pour les attentes. Moi-même, je vous l'ai mentionné dans les derniers épisodes, j'avais prédit Houston à 4 victoires seulement. On est à 7 victoires. C.J. Stroud, la recrue, connaît une saison exceptionnelle. Tank Dell, la recrue comme receveur également. Nico Collins avait vraiment une très belle saison et tant on attendait une belle performance de Dameon Pierce, c'est finalement un tandem entre Singletary et Pierce qui font le travail à Houston. La défensive fait également le travail, donc c'était tout porté à croire que les Texans de Houston pourraient se faufiler en éliminatoire. Comble de malheur, la semaine dernière, Tank Dell, saison terminée, blessure. Cette semaine, C.J. Stroud, blessé, et sur le processus de commotion cérébrale, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas sûr de jouer pour la prochaine semaine. Nico Collins, il s'est blessé au premier quart après, je pense, seulement 2 attrapés. Receveur étoile de la part de Houston, Nico Collins connaissait une saison incroyable. Donc, on se retrouve avec les 2 meilleurs receveurs de sa formation blessés. Et même Singletary commence à ralentir parce qu'on donne le ballon plus souvent à Dameon Pierce. Donc, si vous étiez un peu comme dans mon cas où les Texans de Houston vous ont sauvé votre fantasy football, du moins grandement aidé parce qu'on est allé chercher des joueurs comme Tank Dell, comme C.J. Stroud au bon moment, comme Nico Collins également, pour ajouter de la profondeur et même à certaines semaines, là, on pouvait partir facilement 2 joueurs de Houston. On n'aurait pas pensé ça au début de la saison et avoir une sérieuse option sur la victoire de fantasy football. Mais là, c'est beaucoup plus difficile. Je me rappelle que dans un des fantasy que j'ai, je commence les éliminatoires cette semaine et je me fiais beaucoup aux joueurs des Texans de Houston. Et là, j'ai beaucoup de points d'interrogation à savoir si je vais être capable de proposer une formation adéquate justement pour les éliminatoires. Donc, c'est vraiment décevant pour la formation de Houston. J'espère que pour C.J. Stroud, pour Nico Collins, on va être en mesure de jouer cette semaine. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Si C.J. Stroud est dans son uniforme et Nico Collins ne l'est pas, ça pourrait être une belle option d'aller chercher Noah Brown comme receveur. Il est disponible encore dans les agents libres. Ça pourrait vous aider grandement là, si vous êtes affecté depuis 2-3 semaines par les nombreuses blessures dans la Ligue nationale de football. Bon, voilà, c'était ma parenthèse également pour les Texans de Houston. Je veux parler aussi également des Chargers de Los Angeles. Les Chargers, là, encore une fois, je me suis trompé là, sur les Chargers. À chaque année, j'ai l'impression que je me dis « Ah, c'est l'année. C'est l'année de Justin Herbert, c'est l'année de Keenan Allen, c'est l'année là, des Chargers pour peut-être chauffer les Chiefs au sommet de cette division de l'américaine ou simplement faire les séries et faire un bon bout de chemin là, en éliminatoire. Finalement, c'est un peu n'importe quoi dans cette formation-là. Une autre blessure pour Justin Herbert. Keenan Allen s'est blessé également. Austin Ekeler est revenu, mais c'est ridicule. Là. Ça fait quelques semaines qu'on a de la difficulté à inscrire 6-7 points là, dans la rencontre. Et pourtant, c'est une équipe qui est bourrée de talent. On sent que la défensive s'est un peu replacée là, à Los Angeles. Mais quand même, là, tant la défensive que l'attaque, on a sous-performé cette année. Et c'est ma plus grande déception de la saison. Les Chargers de Los Angeles, je pensais vraiment qu'on pourrait terminer avec 12 ou même 13 victoires cette saison pour la formation de Los Angeles. C'est la moins bonne équipe là, en termes d'attente qui a réalisé là, vraiment le moins de choses cette année. Et c'est également peut-être l'équipe qui est la moins bien coachée de la Ligue. J'en ai parlé beaucoup là, avec Stanley. C'est vraiment là, le prochain entraîneur à perdre son emploi, selon moi. Là. Il termine la saison et c'est ciao bye pour l'entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles. C'est des propriétaires maintenant dans la Ligue nationale de football qui ont énormément d'argent et c'est pas vrai qu'ils vont
perdre la face là, pour un contrat de 3 ans à un entraîneur ou un contrat de 2 ans. Ils vont payer le contrat et ils vont engager simplement un autre entraîneur. Et c'est pas grave s'ils perdent quelques millions de dollars sur le côté. Le but, c'est pas de perdre la face. Et là, avec les Chargers, c'est rendu ridicule. Là. Surtout dans un marché aussi important que Los Angeles. On a les Rams qui connaissent une bien meilleure saison que ce qu'on pensait. On a les Dodgers qui viennent de signer Shohei Ohtani avec des millions de dollars. On a les Lakers de Los Angeles qui viennent remporter le tournoi de mi-saison dans la NBA, ce qui fait en sorte que toutes les équipes de LA connaissent du succès et les Chargers sous-performent. Donc, on n'a pas le choix de réagir à LA et je crois que ça va être table rase pour la saison morte pour les Chargers. Nouvel entraîneur. J'étais un petit peu déçu également de la part du coordonnateur offensif. J'avais vraiment l'impression qu'en allant chercher celui des Cowboys la dernière année, on serait capable de faire de la magie là, avec les Chargers parce qu'on avait un meilleur corps arrière, on avait des bons receveurs de passes, un bon jeu au sol. Finalement, c'est comme les dernières années. Donc, vraiment, là, il va falloir trouver une solution pour les Chargers parce qu'on ne pourra pas garder autant de talent dans cette formation et sous-performer de la sorte. Bon, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans l'émission. Noah Brown peut être une solution à la position de receveur de passe, mais ça va dépendre. Si CJ Stroud est en uniforme et joue, c'est définitivement un atout pour Noah Brown. Et surtout si Nico Collins, avec sa blessure, il est absent. Donc Noah Brown se retrouverait avec la position de receveur numéro 1 à Houston, ce qui n'a pas connu depuis le début de son arrivée à Houston, justement. Autre receveur de passe qui pourrait vous intéresser, qui pourrait m'intéresser, c'est Odell Beckham Jr. Depuis 2 semaines, je crois, il est ciblé davantage par Lamar Jackson. On sent que depuis la blessure de Mark Andrews, OBJ a pris un peu plus, une plus grande part du gâteau là, à l'attaque des Ravens et il livre pour l'instant la marchandise. Près de 100 verges par la passe là, en fin de semaine. A fait tout un attrapé là, sur une passe de, je crois que c'est 48 verges là, pour le toucher là, également. Donc, ça peut être vraiment une belle solution. Si OBJ commence à avoir un peu plus de ballon, c'est le genre de receveur que ça va être vraiment... on va frapper un coup de circuit, justement, une longue passe, 40 verges, touché, et là, ça peut vous donner vraiment un bon boost au niveau des points. Donc, Noah Brown et OBJ, c'est mes 2 receveurs de passe que j'ai ciblés cette semaine dans les agents libres. Sinon, comme porteur de ballon, si Ramondre Stevenson est toujours un cas incertain pour le match en fin de semaine des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Ezekiel Elliott, ça peut être une option. On l'a vu la semaine dernière, a connu un bon match, a inscrit là, plusieurs belles courses, des beaux attrapés également contre les Steelers. Je pense que c'est près de 20 points fantasy là, qu'il a amassé. Donc vraiment, ça peut être une belle option. On sait qu'Ezekiel Elliott est capable d'aller chercher cette position de numéro 1 comme un porteur de ballon. Il était plutôt tranquille depuis le début de la saison parce que Stevenson, selon moi, méritait le poste de numéro 1. Mais avec l'absence de Stevenson, on se retrouve plus dans un mode où on alterne peut-être 60-40 les portées, mais plutôt un 80-90 en faveur de Ezekiel Elliott et on donne un 10-15% là, au porteur de ballon numéro 3 de la formation. Donc, ça peut vraiment être une belle solution pour votre fantasy football. Sinon, l'autre porteur de ballon que j'ai noté sur ma liste, je vous en ai parlé un peu plus tôt là, cette année, c'était le genre de porteur de ballon à aller chercher juste avant la limite la date limite des transactions dans la Ligue nationale de football parce qu'il y avait des rumeurs impliquant Derrick Henry, porteur de ballon des Titans du Tennessee. C'est Tyjae Spears. Spears est un porteur de ballon beaucoup plus petit, genre de porteur de ballon qui est très bon là, en 3e essai long, va chercher beaucoup de passes de Will Levis. Il a connu également un pas pire match en fin de semaine. Pas beaucoup de courses, là, je pense que c'est 6-7 courses au sol, mais va chercher 6-7 attrapés. Donc, si vous êtes dans un mode de fantasy football, PPR, donc points par réception, ça peut être très intéressant là, pour un Spears, surtout comme à la position flex, là, je vous dirais, aller chercher un 12-13 points, ça peut être possible là, dans le cas de Tyjae Spears. Bon, voilà, c'était mes joueurs à surveiller dans les agents libres cette semaine. Je termine l'émission avec un classique, c'est le top 6. Et il y a beaucoup de changements parce que toutes les meilleures formations, je vous dirais, ont perdu en fin de semaine.
Ce qui fait en sorte que ça prouve que la Ligue nationale de football, c'est une ligue qui est extrêmement difficile. On voit qu'une bonne équipe peut quand même perdre contre une moins bonne équipe si on ne se présente pas, si on décide de prendre la partie à la légère. Donc, je commence avec la position numéro 6. C'est une première fois là, pour cette équipe de percer le top 6. Moi-même, j'avais exclu cette formation des éliminatoires dès le début de la saison. Je croyais que ce serait une saison désastreuse. Mais là, somme toute, cette formation est en train de me prouver le contraire. C'est les Browns de Cleveland, position numéro 6 pour Cleveland. On est à une fiche de 8 victoires quand même dans cette conférence de l'américaine où toutes les équipes qui était censé terminer dans les sommets de cette division, est en train de subir des blessures très importantes. Et les Browns ont eu une blessure importante, Nick Chubb, mais avec Jerome Ford et Kareem Hunt, on a réussi à combler là, un peu le départ de Nick Chubb. Et la blessure de Deshaun Watson, je pense que ça pourrait vraiment être un porte-bonheur pour les Browns de Cleveland parce que Joe Flacco, on a retrouvé le Joe Flacco, le bon Joe Flacco des années avec les Ravens de Baltimore, a lancé plus de 300 verges par la voie des airs. C'est un corps arrière qui est beaucoup plus à l'aise dans sa pochette qu'un Deshaun Watson. Watson aimait ça bouger et il n'a pas besoin de le faire avec la ligne offensive des Browns de Cleveland. C'est une ligne offensive qui est excellente. On a quand même un bon jeu au sol. On a des bons receveurs de passe. Et là, ça fait en sorte que Joe Flacco, même s'il n'a pas joué du football de haut calibre depuis les dernières années, se retrouve dans une bonne équipe, une bonne offensive et a les armes justement pour faire le travail. Et je crois que cette formation des Browns de Cleveland, elle est meilleure avec un Joe Flacco dans sa pochette à réaliser les jeux simples qu'un Deshaun Watson qui tente d'en faire trop et trop souvent c'est qui finit par encaisser un sac du corps. Donc les Browns de Cleveland, position numéro 6, surtout grâce à une belle victoire de 31-27 contre les Jaguars de Jacksonville. Position numéro 5, Dolphins de Miami, malgré la défaite de 28-27 contre les Titans du Tennessee pour le match du lundi soir. Je crois que les Dolphins ont prouvé par le passé que c'est une équipe qui est extrêmement talentueuse à l'attaque. Tyreek Hill commence à prendre une sérieuse option sur le trophée du joueur par excellence dans la Ligue nationale de football. C'est un trophée qui est habituellement remis au corps arrière, mais cette année, on pourrait faire exception et lui remettre justement ce trophée parce qu'avec les Dolphins, il connaît une saison sensationnelle. Position numéro 4, les Eagles de Philadelphie. Petit recul pour la formation de Philadelphie parce qu'on s'est incliné en fin de semaine, dimanche soir, contre des rivaux de section. On s'est incliné de manière assez importante. Deuxième défaite de suite. On ne lance pas la serviette là, pour la formation des Eagles. On se retrouve quand même seulement à 3 défaites, je crois, là, pour Philadelphie. Mais quand même, on sent que c'est une équipe qui est fatiguée, une équipe qui est remplie de blessures. Et ça serait peut-être intéressant pour les Eagles d'avoir une semaine de congé. Malheureusement, leur semaine de congé est déjà passée. On a quand même des armes offensives avec A.J. Brown et Devontae Smith. Là, ça va être à Jalen Hurts et à l'attaque des Eagles d'en faire un peu plus. Et à la défensive également d'en faire un peu plus. C'est un travail d'équipe, la NFL, et les Eagles doivent justement répondre à leurs 2 défaites contre les 49ers et les Cowboys. C'est pas catastrophique parce qu'on a perdu contre 2 excellentes formations. Position numéro 3, Ravens de Baltimore. Ravens, on a eu chaud en fin de semaine, on a réussi à remporter ce match, mais d'une manière assez chanceuse, mais quand même. Les bonnes équipes trouvent les manières de remporter des matchs et les Ravens de Baltimore, malgré la blessure de Mark Andrews il y a quelques semaines, on est toujours en mesure d'inscrire beaucoup de points. La défensive, qui avait été excellente depuis le début de la saison, a peut-être connu 2 moins bons matchs depuis les 2 dernières semaines, mais c'est quand même une très bonne équipe. Selon moi, c'est la meilleure équipe de l'américaine. Résultat, il reste 2 formations dans la nationale pour les 2 premières positions. Qui aurait cru que cette année, la nationale aurait été meilleure là, dans mon top 6 là, que l'américaine? L'américaine, je pensais qu'elle était
complètement rempli de talent là, avec les Bengals et Joe Burrow, les Chiefs et Patrick Mahomes, les Bills et Josh Allen. Finalement, c'est Dak Prescott et les Cowboys qui se retrouvent à la position numéro 2. On a connu un très bon match. On a montré là, qu'on est une équipe extrêmement rapide, tant à l'attaque qu'à la défensive, et c'est ce qui fait que cette équipe va être dangereuse. C'est la première fois là, que je réalise que les Cowboys ont peut-être une réelle chance de faire un bon bout de chemin là, en éliminatoire. Je n'aurais pas cru ça possible au début de la saison. C'était le genre d'équipe qui avait la réputation de sous-performer lorsqu'on avait de la pression, comme Dak Prescott. Mais Dak Prescott, cette année, connaît une saison exceptionnelle, sa meilleure en carrière. Il est un bon corps arrière. Selon moi, il ne fait pas partie de l'élite, mais il joue très bien cette année. Et on l'a vu justement avec un Joe Flacco avec les Ravens de Baltimore. Lorsque les astres sont alignés, il peut connaître une bonne saison, un bon parcours en éliminatoire et se rendre jusqu'au bout et soulever le précieux trophée. Position numéro 1, 49ers de San Francisco. Je crois que les 49ers ont battu facilement les Cowboys il y a quelques semaines. C'est pour cette raison que San Francisco, selon moi, est la meilleure équipe de la Ligue nationale de football. C'est vraiment une équipe très équilibrée, bonne défensive, bonne attaque. Un peu comme les Cowboys, on a vraiment là, deux bonnes unités, là, que ce soit l'attaque et la défensive, ce qui fait en sorte que c'est une équipe presque imbattable jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale de football. Donc, je répète mon top 6. On n'a pas de Chiefs, on n'a pas de Jaguars, on n'a pas de Lions cette semaine. C'est les Browns de Cleveland qui sont dans le top 6. Position numéro 5, les Dolphins. 4, Eagles. 3, Ravens. 2, Cowboys. Et la première position, les 49ers. Voilà ce qui complète ce 21e épisode du balado Fanball. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout un bon football. Mais, petite parenthèse, bonne chance pour vos éliminatoires. Il y en a plusieurs que ça commence dès la fin de semaine. Je vous souhaite le meilleur et on a travaillé fort cette semaine. J'espère que ça va rapporter en éliminatoire. Je vous souhaite de passer une bonne semaine.